On se retrouve avec la section 3.1. On commence le chapitre 3. Dans les dernières vidéos, on a surtout vu comment structurer des données. Maintenant, on va voir comment prendre des mesures sur ces données-là et pouvoir les analyser pour avoir des interprétations qui sont intéressantes. On commence avec la section des mesures relatives. Des mesures relatives, vous en avez déjà vu, vous connaissez ces mesures-là déjà, mais nous, on met un terme là-dessus juste pour être certain que tout le monde sait de quoi on parle. Donc, dans cette section-ci, on va revenir sur quelque chose qu'on a déjà fait. Précédemment, on a parlé des fréquences absolues et fréquences relatives. On est arrivé à fréquences relatives. Maintenant, on parle de mesures relatives. Évidemment, c'est lié entre eux. Dans ce cas-ci, les deux notions vont de pair ensemble. On commence par définir ce que c'est une mesure relative. J'en ai quelques exemples déjà au tableau. Vous allez voir que vous avez déjà rencontré ces mesures-là. Et ensuite de ça, on se donne une idée de qu'est-ce que ça va nous apporter, nous, dans ce cours-ci. Donc, mesure relative, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure qui va permettre d'apprécier une valeur par rapport à une autre valeur. Donc, on va faire un rapport, un ratio, ou encore un taux, qui va nous donner une certaine valeur par rapport à une autre. Qu'est-ce que ça nous donne? Vous en connaissez une en particulier, une mesure relative, qui est le pourcentage. Pensez à lorsque vous voulez calculer un pourcentage, vous ramenez tout ça sur 100. À quoi est-ce que ça concorde? Donc, vous relativisez selon un certain chiffre, une certaine valeur que vous connaissez déjà. Ceci étant dit, je vous donne quelques exemples. Vous avez déjà ces exemples-là dans vos notes. Nous, on va en regarder, on va en mentionner seulement 4 pour faire ça plus rapidement. On a les fréquences relatives qu'on a déjà vues dans le chapitre 2. Ces fréquences-là ont pour but de relativiser la quantité d'une certaine modalité qu'on rencontre sur la quantité totale de nos réponses. On compare un certain chiffre à une valeur de référence. Ensuite, on pourrait parler du ratio élève-enseignant. Donc, on va aller comparer le nombre d'élèves au nombre à un enseignant, donc pour voir combien d'élèves sont attitrés à un seul enseignant. On pourrait parler d'un taux d'intérêt. Taux d'intérêt qui va être encore en pourcentage. Donc, on pourrait dire que si vous ne remboursez pas votre dette au complet, ben, il va y avoir un 3% de cette dette-là qui va être ajouté à votre dette initiale. Donc, taux d'intérêt, c'est comparé à une valeur, une dette qui est déjà dans un compte en banque, quelque chose de ce genre-là. Et ensuite de ça, dernier exemple qu'on va mentionner, c'est l'indice de prix. Si vous avez fait un petit peu d'économie, vous savez déjà un peu c'est quoi l'IPC, c'est quoi l'indice de prix. Ça nous indique comment est-ce que la vie a augmenté, comment le coût de la vie a augmenté selon les années. Donc ici, on va faire référence à une certaine année. Par exemple, on ramène tout ça à l'année 2008. On veut voir par rapport à 2008, cette année, à quel point est-ce qu'on a augmenté le coût de la vie. On peut comparer facilement n'importe quel objet. Là, par exemple, je prends mon téléphone. Mon téléphone maintenant coûte probablement plus cher qu'un téléphone en 2008. Donc, on est capable d'avoir un indice qui relativise là, le coût de quelque chose ou le prix de quelque chose dans une année en particulier. Donc, on en a quelques exemples de ces mesures relatives-là. Vous en connaissez déjà quelques-unes. Vous savez déjà pas mal comment les utiliser, mais nous, on va se donner une bonne idée de ce que ça va nous apporter dans ce cas-ci. Nous, ces mesures-là, on va les utiliser pour essayer d'effacer l'influence que nos unités de mesure vont avoir sur notre calcul. Notamment si vous êtes en train de comparer des données qui sont en centimètres avec des données qui sont en pouces. Il va falloir faire une comparaison relative ici parce que c'est pas la même valeur. Vous pouvez faire vous pouvez convertir dans un système ou dans l'autre si vous voulez, mais vous pouvez aussi tout simplement utiliser des pourcentages pour voir, mettons, à quel point est-ce qu'on a augmenté en centimètres par rapport à en pouces. Et là, on va voir qu'un pourcentage pourrait régler le problème de nos unités de mesure. Et on va aussi utiliser les mesures relatives pour relativiser justement des mesures. Donc, aller voir comment comparer deux valeurs. Par exemple, si on est dans deux groupes différents à l'école et qu'on a une moyenne de 75% dans le groupe 1 et une moyenne de 78% dans le groupe 2, ben on va pouvoir relativiser facilement, on va pouvoir comparer les deux groupes ensemble, même si, par exemple, dans le groupe 1, il y a 8 étudiants et dans le groupe 2, il y a 48 étudiants. On va être capable de comparer avec une mesure relative un pourcentage plus facilement nos données. En statistique, évidemment, lorsqu'on construit des mesures, notre but avec ces mesures-là, c'est d'aller les interpréter pour pouvoir analyser une situation. Donc, nécessairement, il va falloir qu'on interprète les mesures relatives. Le but de l'interprétation, je vous le rappelle encore une fois, c'est d'aller analyser la situation. Donc, on veut donner des informations intéressantes dans notre interprétation.
Lorsqu'on parle de la mesure relative, pour bien l'interpréter, cette mesure-là, il va être très important de remettre en contexte notre mesure, donc elle est contextualisée avec les informations qu'on vous liste ici. Ces informations-là sont assez simples. On veut indiquer quelle population est étudiée, on veut parler de la valeur qui est étudiée, utiliser des unités si vous en avez besoin, et on veut étudier aussi la valeur de référence. On veut indiquer la valeur de référence avec les unités pour bien comprendre à quoi est-ce qu'on compare notre situation. La forme typique de l'interprétation de la mesure relative, ça va être quelque chose comme on compte valeur plus les unités pour valeur de référence plus les unités parmi la population. Cet exemple-là contient des variables. Là, on va essayer d'en donner un avec des mots pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe. Par exemple, si on faisait un ratio étudiant-enseignant dans notre classe actuelle, on pourrait dire que on compte 8 étudiants pour un enseignant parmi les individus du cours de probabilité. Probabilité et statistique. Dans cette interprétation-là, on aurait trouvé dans notre ratio qu'il y a 8 étudiants pour un prof. C'est le cas dans ce cours-ci. Et on parle de notre population qui serait les individus du cours de probabilité statistique, donc autant les étudiants que le prof. On a sorti notre ratio avec ça. Dans cet exemple-ci, on a contextualisé en nous donnant quelle était la population. On est dans les individus du cours de probabilité statistique. On donne aussi la valeur qui est étudiée, le nombre d'étudiants dans ce cas-ci, avec les unités. C'est une bonne façon de contextualiser. Et la valeur de référence, un enseignant dans ce cas-ci. Premier exemple qu'on va avoir des mesures relatives, c'est l'exemple du pourcentage. Celui-là, vous le connaissez déjà beaucoup, donc on peut passer rapidement sur la définition puis se rendre déjà à un exemple. Donc, pourcentage, vous le savez déjà, c'est une mesure relative qui va fixer notre valeur de référence à 100. Donc, on va prendre une valeur étudiée, une valeur de référence dans le problème, puis on va ramener ça sur 100 pour voir si notre valeur de référence avait été 100, quelle aurait été la valeur étudiée dans ce cas-ci. Ça nous permet de relativiser deux situations complètement indépendantes et on peut après ça interpréter pour aller comparer nos données. Le symbole qu'on va utiliser, vous le connaissez, c'est le symbole du pourcentage. Et la formule toute simple pour pouvoir calculer un pourcentage, c'est la suivante. On prend notre valeur étudiée, on la rapporte sur sa valeur de référence et on multiplie par 100% pour obtenir à la toute fin là, une valeur si on était sur 100% pour le problème qu'on étudie. À ce moment-là, on a quelques exemples qu'on connaît déjà. Fréquence relative, on l'a déjà dit, c'est en pourcentage. Taux de chômage, taux de change, pardon, c'est aussi en pourcentage. Taux de chômage, c'est un pourcentage. Vous avez aussi des taux d'intérêt, vous avez des taux d'inflation qui existent, toutes sortes de taux qui sont exprimés en pourcentage. Ceci étant dit, on se donne un exemple pour être certain qu'on comprend bien. Donc, on va aller voir le tableau 3.1. La question associée à ce tableau-là, c'est la suivante. Quel est le pourcentage de joueurs sélectionnés sur l'équipe d'étoiles de la LCF qui sont des joueurs offensifs? Donc, dans notre tableau, on va aller chercher combien est-ce qu'on a de joueurs offensifs, combien est-ce qu'on a de joueurs au total, puis on va pouvoir construire notre pourcentage. Donc, tableau 3.1, on a ici un tableau qui nous indique les joueurs de la LCF qui ont été sélectionnés sur l'équipe d'étoiles en 2019. On voit qu'on a beaucoup d'informations dans ce tableau-là, donc on va le décortiquer un peu pour voir qu'est-ce qui nous intéresse. Premièrement, on a un nom de joueur et une position, puis on voit que le tableau ensuite de ça a été séparé en trois grandes catégories, attaque, défense et unité spéciale. Pour l'attaque, on a 12 joueurs fois 2 colonnes, donc 24 joueurs au total, et on voit qu'on a les positions précises de chacun de ces joueurs-là. Et pour l'attaque, même chose, 12 joueurs fois 2 colonnes, donc 24 joueurs au total à la défense, avec les positions évidemment qui sont précisées juste après. Et finalement, unité spéciale, on retrouve 6 joueurs des unités spéciales avec exactement la position qu'ils sont en train d'occuper dans cette équipe-ci. Donc avec ces informations-là, on va pouvoir aller chercher ce qui nous intéresse pour notre problème. On a besoin des joueurs offensifs. Dans ce cas-ci, on a 24 joueurs offensifs. Et on a besoin du nombre total de joueurs, donc 24 plus 24 plus 6.
On a vu que nos joueurs offensifs étaient 24 dans notre liste, 24 joueurs, et que les joueurs au total de notre équipe, on en avait 24 offensifs, 24 défensifs et 6 unités spéciales. Ça nous donne un total de 54 joueurs. Et à ce moment-là, ben, notre pourcentage, on peut le calculer en allant chercher notre valeur étudiée qui est 24 joueurs. 24 joueurs offensifs, là, on va garder une précision là, juste pour que ça ait du sens. Et ensuite de ça, on rapporte ça sur la valeur de référence, 54 joueurs au total, qu'on multiplie par 100%, et on obtient un beau gros 44,44%. Là, on a pris des chiffres qui auraient pu être meilleurs, hein? On aurait pu avoir un pourcentage qui arrive exactement, mais ça arrive dans la vie qu'on n'a pas le choix d'avoir des pourcentages comme ça. Il ne nous reste plus qu'à interpréter notre résultat. Là, il va falloir faire attention, 44,44%, ça inclut déjà la notation pour 100. Donc nous, on va laisser le pourcentage de côté dans notre interprétation parce qu'on va l'écrire d'une façon un petit peu différente. On y va comme ça. On dira qu'on compte 44,44 joueurs offensifs pour 100 joueurs parmi les joueurs sélectionnés sur l'équipe d'étoiles de la LCF. Il y a un petit peu beaucoup de rouge, là. Je vais essayer de séparer pour qu'on voit bien l'interprétation. Donc, on a fait notre calcul. On est allé chercher les informations dans notre tableau. On a trouvé 24 joueurs offensifs, on a trouvé 54 joueurs au total. On fait le pourcentage, 44,44%. Notre interprétation va comme suit. On dira qu'on compte 44,44. On oublie l'unité du pourcentage pour dire qu'on parle des joueurs offensifs pour 100 joueurs parmi les joueurs sélectionnés sur l'équipe d'étoiles de la LCF. Pour l'instant, j'ai choisi de ne pas arrondir mon pourcentage. On va voir éventuellement que quand on est en train d'interpréter, ça peut être utile d'arrondir à un chiffre entier parce que si je donne ça, là, par exemple, à un réseau de nouvelles sportives, je leur dis qu'il y a 44,44 joueurs offensifs. 44 joueurs, c'est plus difficile à obtenir. On ne coupera pas quelqu'un en deux pour pouvoir obtenir 0,44 personnes. Là. Mais dans ce cas-ci, comme on comprend que c'est un pourcentage, on est capable de faire le bout de chemin dans notre tête. Ici, on se souvient que c'est pas 44,44 personnes exactement, c'est juste que nos chiffres arrivaient un petit peu moins bien lorsqu'on a fait notre interprétation, notre pourcentage dans ce cas-ci.